Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle revue de presse de 7 jours sur Terre en cette semaine du 19 août 2025. Quelle semaine chargée! En plus, on a les dossiers de la semaine dernière que je vous avais promis, on allait faire un retour cette semaine, donc ça prendra le temps que nécessaire. Aujourd'hui, je vais absolument qu'on traite de tout ce qu'on a sur la table. Bien sûr, d'emblée, vous le comprendrez, le grand dossier de cette semaine, c'est cette rencontre, plutôt ce sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui s'est tenu en Alaska au cours des derniers jours, vendredi dernier. C'est un contexte particulièrement explosif dans lequel s'est tenu ce sommet, alors qu'on avait des déclarations de Donald Trump qui avaient été faites d'abord dans les jours qui ont précédé, qui se voulaient un peu des menaces contre la Russie, alors qu'on mentionnait que s'il n'y avait pas notamment d'entente à la sortie de ce sommet, des sanctions additionnelles punitives seraient imposées contre la Russie. On s'attendait donc à un cessez-le-feu complet et total. En fait, ici, ça est très important vraiment de refaire la séquence des événements parce que Trump a changé de position. Et pour comprendre la nature de la négociation, comment ça s'est passé, il est important de revenir dans la séquence des événements. D'abord, on a cet article ici, des quelques jours précédant cette rencontre entre Trump et Poutine, du Wall Street Journal, nous mentionnant que Trump s'est accordé avec l'Europe sur les lignes rouges concernant l'Ukraine avant le sommet avec Poutine. On avait bien sûr, vous le comprendrez, à la seconde où on a entendu parler de ce fameux sommet, ce sommet est venu, encore une fois, il faut faire le contexte, pardonnez-moi, on revient un peu plus en avant. Vous aviez cette déclaration de Vladimir Poutine qui nous a dit « Je suis prêt à mettre fin à la guerre en Ukraine en échange de concessions territoriales ukrainiennes, spécifiquement dans la région du Donbass. » On me dit « Donnez-moi tout ce qui me manque dans le fond et je vais ensuite être prêt à geler le conflit dans la région notamment de Zaporizhia, Odessa au sud, ainsi qu'au nord, près de Soumy. » Donc le deal, c'était à peu près ce qu'on avait en tête pour la fin du conflit en Ukraine. Il semblait assez évident que le Donbass serait entièrement réclamé par la Russie, revendiqué par la Russie. La question de la reconnaissance, c'est une autre chose, mais on s'attendait quand même à ce que l'Ukraine perde la région de l'Est du Donbass convoitée par la Russie. Donc, à partir du moment où Poutine a levé toutes ces autres demandes qui parlaient de questions de sécurité pour l'Ukraine après la guerre, à dire on voulait pas d'alliance, on voulait pas d'OTAN, on voulait pas... Il y avait plusieurs demandes additionnelles, puis certaines là-dessus n'étaient pas nécessairement relevées par les grands médias internationaux parce que c'était des trucs un peu plus marginaux, mais des demandes qui étaient quand même très problématiques, notamment jusqu'à très récemment. En fait, jusqu'au sommet, Vladimir Poutine et le Kremlin exigeaient, comme point de départ dans les négociations, qu'on cesse d'enseigner l'ukrainien en Ukraine, qu'on enseigne seulement le russe. Alors, il y avait des demandes comme ça qui étaient un peu lunaires, qui étaient une démonstration de mauvaise foi de la Russie d'une certaine manière. Et pourtant, Poutine a accepté de lever toutes ces demandes à la dernière minute et donc ça a poussé les Américains à organiser le sommet et à se préparer en se disant il semble que Poutine est peut-être un peu plus sérieux cette fois, peut-être que cette menace de sanctions, peut-être que ces démarches avec l'Inde notamment, on y reviendra tout à l'heure en fin d'émission, peut-être que tout ça a eu un impact sur le calcul de Vladimir Poutine. Donc immédiatement, la Maison-Blanche et spécifiquement Trump et son équipe se mettent à travailler à l'organisation d'un sommet. On choisit l'Alaska pour un ensemble de facteurs, surtout techniques et pratiques, et on annonce au monde entier que ce sommet va se tenir dans les quelques jours qui suivent. Immédiatement, il s'ensuit donc un branle-bas de combat chez tant les Européens que les Ukrainiens pour s'assurer qu'il n'y a pas déjà un deal qui vient d'être conclu par-dessus leur tête. Parce que, en raison de la séquence d'événements, on voyait cette proposition faite par Poutine, immédiatement les Américains qui la prennent au bon et qui organisent un sommet pour mettre tout ça sur papier. Tout le monde était terrifié à se dire, ben voilà, on vient de se faire rouler dans la farine. Et les implications géopolitiques de tout ça sont extrêmement graves. On pourra en parler dans un moment également. Mais de voir la Russie et les États-Unis négocier comme ça au-dessus de la tête des Européens et des Ukrainiens, ça a mis tout le monde un peu en urgence. Alors donc, les Européens et les Ukrainiens ont immédiatement commencé des démarches auprès de Washington et de Trump et de son administration pour lui demander surtout de ne faire aucune concession territoriale durant son sommet avec Poutine, de s'en tenir exclusivement à la question du cessez-le-feu. Et bien sûr, puisque Trump est incapable de refuser quoi que ce soit à qui que ce soit dans une négociation directe, il a tout simplement donné à l'Europe exactement ce qu'on demandait. Alors donc, on a cet article du Wall Street Journal, quelques jours avant cette rencontre, qui nous dit « Trump s'accorde avec l'Europe, on était d'accord, c'est des lignes rouges. » Il a déclaré à ses homologues qu'il ne négocierait aucune question territoriale lors de la réunion de vendredi, mais qu'il chercherait un cessez-le-feu immédiat. On se déplace
immédiatement à la suite de cette rencontre. Et vous avez un changement de position drastique de la part de Donald Trump. Cette fois, article du New York Times, à la suite de cette rencontre. Trump soutient le plan de cession de terres en échange de la paix en Ukraine. Alors donc, vous avez cette posture de Trump où on disait aux Européens, pas d'inquiétude, je vais aller négocier, mais on parle pas de territoire, juste le cessez-le-feu. S'en va avec Poutine, sort de la rencontre, et ce qu'il dit, c'est, on s'est entendu pour finalement le territoire, le cessez-le-feu, les deux, on est d'accord que c'est pas une bonne idée de commencer avec ça, et on va commencer à négocier pour organiser. Alors les Européens, naturellement, ont l'impression d'être... Il s'est passé, puis là-dessus, je veux juste qu'on soit clair. Moi, j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas Trump qui ment à un camp ou à un autre. C'est pas Trump qui a joué dans le dos des Européens. J'ai vraiment l'impression, comme je vous l'ai mentionné plus tôt, puis comme on l'a vu avec les Syriens, comme on l'a vu avec la Turquie, comme on l'a vu avec Israël, Trump est juste incapable de déplaire à quelqu'un. Dans sa face, dans son visage, il est juste incapable de déplaire à quelqu'un. Et lorsqu'on lui met de la pression, il veut plaire, il veut être ami, il veut protéger la relation personnelle. Et donc, parle avec les Européens, on lui demande, il faut absolument empêcher toute forme de négociation territoriale et s'en tenir à un cessez-le-feu. C'est notre objectif premier. C'est le but pratique de la négociation, c'est sécuriser un cessez-le-feu. Good. S'en va là-dedans, ressort en disant, ah non, finalement, cessez-le-feu, c'est pas une bonne idée, puis on va négocier sur le territoire. Ça ressemble beaucoup plus à Trump qui voulait plaire aux Européens et qui voulait plaire à Poutine. Et qui s'est retrouvé avec Poutine, et Poutine lui disait, cessez-le-feu, tu sais, ça tient jamais, souvent ça va tomber après quelques heures, ça sert à rien, c'est pas une bonne idée, on devrait négocier tout de suite la paix. Et Trump a juste endossé cette décision immédiatement. Je pense vraiment pas qu'il y a une question là-dedans de Trump que jouer des échecs en 3 dimensions. C'est au contraire, c'est très myope, c'est du day by day, c'est quotidien. Alors donc, Trump émerge de cette rencontre en faisant toutes les concessions qu'exigeait la Russie. C'est vraiment une victoire en termes de négociation. C'est une victoire incroyable pour la Russie. D'abord, un des éléments qui est fantastique pour le Kremlin, c'est qu'on vient de normaliser une négociation durant la guerre. On vient de normaliser qu'il est acceptable qu'un cessez-le-feu ne soit pas une précondition. Et ça, c'est important parce que depuis très longtemps, on disait, pour toute forme de négociation de paix, un cessez-le-feu est la précondition. Et ça, c'est une précondition qui avait été imposée par les Ukrainiens, bien sûr, parce que on est très conscient qu'on est actuellement sur la défensive, on recule, les Russes progressent assez rapidement et on veut geler le conflit sur la ligne actuelle. Si on négocie alors que les Russes continuent à progresser, la posture ukrainienne est beaucoup plus fragile. Et donc, vous aviez ces Ukrainiens, ces Européens et même Washington jusqu'à très récemment qui exigeaient d'emblée un cessez-le-feu. Et ensuite, on parlera de la question fondamentale du Donbass, on parlera de l'OTAN, on parlera des garanties de sécurité, on parlera du régime ukrainien après la guerre, on parlera de tout ce que veut parler la Russie dans le cadre de négociations un peu plus exhaustives. Mais d'emblée, on s'en tient un cessez-le-feu parce que les morts doivent arrêter. Et ça, c'était le discours de l'Ouest qui était bien sûr compatible avec les intérêts ukrainiens. Et là, Poutine sort d'une rencontre avec Trump. 2 heures sont suffisants pour faire accepter à Trump que non, l'histoire d'un cessez-le-feu, c'est contre-productif. On devrait plutôt se concentrer sur une entente de paix totale, et ce, pendant la guerre. Alors ça, c'est d'abord c'est une réalisation exceptionnelle de la part de la Russie. On a vraiment été en mesure là-dessus d'obtenir un gain stratégique majeur parce que ça permet à la Russie de continuer à progresser en Ukraine, d'aller chercher toujours plus de territoire et de le faire accepter ultimement par quelque forme de négociation qui viendrait ensuite. Donc là-dessus, vous le comprendrez, la réaction européenne, la réaction ukrainienne, elle est vraiment catastrophique. Tout le monde est en colère contre les États-Unis actuellement, à se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé durant cette rencontre? Comment on a accepté ce genre de concession? Alors, on fait ensemble la lecture de cet article du New York Times. Trump soutient le plan de cession de terre en échange de la paix en Ukraine. Après avoir rencontré le président russe, le président Trump a déclaré aux dirigeants européens qu'il était désormais, est important de le mentionner, parce que comme je dis, c'est absolument nouveau dans la posture américaine, désormais favorable à la cession du territoire contrôlé par l'Ukraine à la Russie pour mettre fin au combat. Une concession à laquelle l'Ukraine s'oppose depuis longtemps et s'y oppose toujours. On y reviendra dans un moment.
Le président Trump s'est séparé samedi de l'Ukraine et de ses principaux alliés européens après son sommet avec le président russe Poutine, soutenant le plan de M. Poutine pour un accord de paix global basé sur la cession par l'Ukraine du territoire qu'elle contrôle à la Russie, au lieu du cessez-le-feu urgent que M. Trump avait dit vouloir avant la réunion. L'abandon des négociations sur un cessez-le-feu donnerait à la Russie un avantage dans ses pourparlers, c'est ce qu'on vient d'expliquer, qui devrait se poursuivre lundi lors de la visite du président ukrainien Vladimir Zelensky à M. Trump à la Maison-Blanche. Cette démarche rompt avec la stratégie convenue. Effectivement, cette démarche rompt avec la stratégie convenue entre M. Trump, ses alliés européens et M. Zelensky avant le sommet américano-russe en Alaska. M. Trump a déclaré aux dirigeants européens qu'il pensait qu'un accord de paix rapide pourrait être négocié si M. Zelensky acceptait de céder le reste de la région du Donbass à la Russie, ce qui sera en passant une exigence. C'est certain, c'est un impératif. L'Ukraine devra céder le reste du Donbass. La question, à savoir la posture de Zelensky, on en parlait la semaine dernière. Naturellement, Zelensky va refuser tout ça. Politiquement, c'est payant pour lui. Il peut peut-être extraire des concessions additionnelles, mais il est certain que l'Ukraine devra céder le Donbass. C'est juste une question pratique pour mettre fin à la guerre. Là-dessus, c'est pas une question politique. Là. Il y a rien là-dessus de prendre un camp ou d'un autre. C'est déjà accepté par Washington et même par un certain nombre d'alliés européens. La seule question, c'est qu'on pensait, avant de faire cette concession, qu'on serait en mesure d'extraire quelque chose de la part de la Russie. En ce moment, on n'a pas grand-chose. En fait, on a un élément, un gros élément. On y reviendra ensemble dans quelques secondes. En échange, M. Poutine a proposé un cessez-le-feu dans le reste de l'Ukraine sur les lignes de front actuelles et une promesse écrite de ne plus attaquer l'Ukraine ni aucun pays européen. Poutine propose une promesse écrite. Je n'attaquerai personne, promis, signé Vladimir Poutine. Il a déjà rompu des promesses similaires, contre l'Ukraine notamment. En passant, la Russie fait partie des garanties de sécurité de l'Ukraine. Lorsque la guerre froide s'est terminée, il y avait la question à savoir comment est-ce qu'on organise cet espace post-soviétique. L'Ukraine avait des armes nucléaires de l'époque de l'URSS qui étaient déployées sur son territoire et on se posait la question, mais qu'est-ce qu'on fait avec les bombes nucléaires sur le territoire ukrainien? Est-ce qu'on permet à l'Ukraine de garder ses armes nucléaires? Ou et comment on fait pour l'en séparer? On avait quand même, il y a une grosse question sur le désarmement, à savoir comment est-ce qu'on procède. Et là-dessus, l'Ukraine avait été relativement habile, avait utilisé ses armes nucléaires pour obtenir des concessions sécuritaires de la part d'acteurs régionaux et internationaux, notamment les États-Unis et la Russie. Le deal était, on abandonne nos armes nucléaires, on est prêt à littéralement juste les abandonner à la condition que les États-Unis, la Russie et quelques autres, le Royaume-Uni, etc., il me semble, vous venez nous défendre si jamais on est menacé de quelque manière que ce soit. Et là, c'est la Russie qui attaque l'Ukraine. Alors, l'Ukraine a souvent parlé en passant de cet épisode et nous dit, peut-être qu'on devrait avoir des armes nucléaires dans le fond. Peut-être que ce serait ça notre garantie de sécurité. Peut-être que c'était une erreur de les abandonner. Donc, vous avez souvent ce discours qui revient. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? C'est vraiment pour mettre l'accent sur le fait que la Russie a déjà rompu ses fameux engagements de sécurité. Donc, cette promesse écrite n'a pas vraiment de valeur en termes légaux. M. Trump avait menacé de lourdes sanctions économiques si M. Poutine quittait la réunion sans un accord pour mettre fin à la guerre. Mais il a suspendu ses menaces à la suite du sommet. Trump, Monsieur 2 semaines, Monsieur Taco. Les mesures prises par le président américain ont été accueillies froidement en Europe, où les dirigeants ont vu à maintes reprises M. Trump changer de position sur l'Ukraine après avoir parlé avec M. Poutine. Trump a écrit sur Truth Social tôt samedi qu'il s'est entretenu par téléphone avec M. Zelensky et certains dirigeants européens. Il a affirmé qu'il était convenu par tous qu'il valait mieux négocier directement un accord de paix sans mettre en œuvre au préalable un cessez-le-feu. C'est faux en passant, ce n'est pas convenu par tous, c'est dénoncé par l'ensemble des alliés européens ainsi que par l'Ukraine et par d'autres pays qui ne sont même pas mêlés dans le conflit. Les dirigeants européens en public comme en privé ont clairement indiqué le contraire. Ils ont publié une déclaration qui ne reprenait pas l'affirmation de M. Trump selon laquelle des pourparlers étaient préférables à un cessez-le-feu. La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et d'autres pays ont menacé d'alourdir les sanctions économiques contre la Russie. M. Zelensky, qui a été exclu du sommet d'Alaska, a déclaré dans un communiqué que lui et M. Trump discuteraient lundi de tous les détails. Alors, là-dessus, vous avez donc
ces déclarations américaines, cette espèce on a retourné notre chemise d'une manière vraiment un peu inexplicable suite à cette rencontre avec Poutine et les alliés européens qu'on tente d'impliquer là-dedans. Et c'est très curieux de voir la déclaration de Donald Trump qui nous dit « On est tous d'accord qu'il faut d'abord une entente de paix avant de cesser le feu ». Et tout le monde dit non, on s'est entendu sur précisément l'inverse. On t'a envoyé en Alaska, on s'est briefé avant sur précisément l'inverse, et non seulement on t'a dit le contraire, mais on maintient encore cette position. Donc là-dessus, les États-Unis, Trump est en train vraiment de faussement représenter la posture des alliés, leur position sur la question de la négociation. Tout le monde préfère un cessez-le-feu d'abord. Zelensky là-dessus, l'Ukraine a dû se démener pour reconstituer les discussions entre M. Trump et Poutine et s'éviter d'être mise à l'écart. M. Zelensky est à Washington aujourd'hui. Un responsable informé de son entretien a déclaré que Kiev ne comprenait pas pourquoi le président américain avait soudainement abandonné l'exigence d'un cessez-le-feu. Là-dessus, on se déplace sur notre prochain article sur la question de la concession russe que je vous mentionnais tout à l'heure. Je vous disais, il y a peut-être quelque chose là, qui a fait bouger les Américains là-dessus. Il y a un élément sur lequel les Russes ont fait une énorme concession, et c'est une concession qu'on ne connaissait pas au moment d'écrire ces premiers articles. Important de le mentionner parce que on finit la rencontre, Trump sort de tout ça en nous disant « On s'est entendu que c'est mieux un cessez-le-feu, tout le monde est en colère, un accord de paix, pardon, tout le monde est en colère, dit « c'est pas vrai », et quelques heures plus tard, alors que Poutine entre sur le sol russe, alors que les agences de presse commencent à ventiler ce qui s'est passé durant cette réunion, on apprend que Poutine a accepté de protéger la sécurité de l'Ukraine dans le cadre du sommet, incluant une garantie de sécurité américaine. C'est énorme, gigantesque. Poutine aurait accepté que les États-Unis défendent formellement l'Ukraine après la guerre. Steve Witkoff, l'envoyé du président Trump, affirme que le président russe a accepté de permettre aux alliés américains et européens d'offrir à l'Ukraine des garanties de sécurité ainsi que des concessions non spécifiées sur 5 régions ukrainiennes. L'envoyé spécial s'est également exprimé devant les médias. Il a déclaré que Vladimir Poutine avait convenu avec Donald Trump lors du sommet en Alaska de permettre aux États-Unis et aux alliés européens d'offrir une garantie de sécurité similaire au mandat de défense collective de l'OTAN, l'article 5. C'est gigantesque. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la question fondamentale, à savoir, un des arguments, quand on dit c'est la question fondamentale, on joue un peu le narratif de la Russie, la question de l'OTAN, tout ça, mais c'est une des raisons, une des motivations principales qui a été citée par la Russie pour justifier sa guerre en Ukraine, c'était de dire, vous avez cette poussée de l'OTAN jusqu'à nos frontières et on n'a pas le choix. Et un de nos objectifs de guerre, c'est de repousser l'avancée de l'OTAN pour, fondamentalement, c'est pas l'OTAN le problème, c'était la présence militaire européenne et américaine aux frontières de la Russie. On en parle d'ailleurs, on en a parlé dans nos questions sur les intérêts supérieurs de la nation. Je vous parlais de la Russie et de son importance critique à obtenir une profondeur stratégique à l'ouest de Moscou. Moscou est très proche des frontières internationales, notamment des pays d'ex-URSS. Et donc, on est terrifié de voir, bien sûr, les alliances militaires comme l'OTAN, mais aussi plus largement l'Union européenne, progresser vers Moscou. Moscou a été brûlée, Moscou a été pillée, Moscou a été conquise à plusieurs occasions durant son histoire. Alors donc, les Russes voient cette poussée offensive ou défensive comme étant une menace à leurs intérêts sécuritaires. Donc, un des éléments, oui, qui avait été relevé par la Russie, c'était de dire « vous n'avez pas maintenu votre engagement ». On s'était entendu à la suite de la guerre froide pour que l'OTAN ne progresse pas d'1 pouce à l'est de l'Allemagne réunifiée. Et que s'est-il passé? On a inclus les pays baltes, on a inclus la Pologne, on a ajouté quelques autres États là-dessus. On voulait offrir un membership à la Géorgie, la Russie envahit la Géorgie, on a voulu offrir un membership à l'Ukraine, la Russie envahit l'Ukraine. Alors, on voit là-dessus qu'un des enjeux fondamentaux, c'était effectivement la présence de l'OTAN et des garanties de sécurité à la frontière de la Russie. Et là, Poutine, on nous dit que Poutine ne l'a pas dit publiquement, mais on nous dit par Steve Witkoff, l'envoyé spécial qui a dealé avec Poutine, que le Kremlin aurait accepté une garantie de sécurité exactement comme l'article 5 de l'OTAN, qui était l'enjeu problématique. À nous dire, non, on veut pas de présence militaire hostile à notre frontière.
que ce soit l'OTAN ou que ce soit une garantie de sécurité qui est formulée exactement de la même manière, où on dit « OK, ben tous les pays européens, pas l'OTAN, là, pas l'OTAN, là. Mais faites la liste des pays de l'OTAN, puis on les coche presque tous. À l'exception, je ne sais pas, peut-être de la Turquie qui voudra rien savoir, de l'Autriche, pardon, la Hongrie voudra peut-être rien savoir. Un certain nombre de pays vont se retirer de ces garanties de sécurité. Mais de quoi il est question, fondamentalement? C'est à peu près de 90% des membres de l'OTAN qui vont signer une feuille en bas en disant « Oui, on s'engage à défendre l'Ukraine dans l'éventualité d'une guerre. » C'est la même garantie que si l'Ukraine avait été membre de l'OTAN. La même chose. Puis on s'entend, quand les Russes disent « on veut pas l'OTAN à notre frontière », ils s'en balancent de l'OTAN, ils s'en balancent de la Pologne, ils pensent aux États-Unis. Ils pensent presque exclusivement aux États-Unis. Désolé les Européens, mais c'est la réalité. Ce que eux leur fait peur, c'est surtout la présence américaine près de leurs frontières. C'est ces bases américaines en Allemagne, c'est ces bases américaines en Europe de l'Est, notamment dans les pays baltes, Lettonie, etc. Ça terrorise la Russie. Et là, on est en train de dire « OK, c'est beau, vous. Après la guerre, faites ce que vous voulez avec l'Ukraine en matière de garantie de sécurité. » C'est difficile de comprendre. Et c'est pour ça que je vous dis, on se demandait qu'est-ce qui aurait pu faire bouger Trump, qu'est-ce qui a pu peut-être soudainement, là, qu'on a retourné notre veste et qu'on a décidé soudainement d'endosser les propositions russes pour un land swap, pour un échange de territoire. Ça se peut que ce soit ça. Ça se peut que ce soit la question des garanties de sécurité. Parce que un des éléments, et ça, vous le voyez, bon, déjà, vous avez Zelensky qui nous dit « Hors de question, on donne rien, on cède rien, il n'y a pas un pouce de territoire ukrainien qui va être donné. » Et l'argument de Zelensky, il est très intéressant. Il nous dit pas, et ça c'est énorme, ça a changé aussi. Zelensky, longtemps, nous disait « On ne peut pas donner de territoire parce que c'est du territoire ukrainien. » Par principe, par moralité, on ne va pas récompenser la guerre, on ne va pas aider Poutine à... C'était une question surtout politique avec un grand P. Là, les arguments que nous donne Zelensky sont très curieux, très intéressants. Et ils nous font un gros clin d'œil quant aux objectifs profonds, stratégiques de l'Ukraine actuellement. Zelensky nous dit « On ne peut pas donner de territoire à la Russie parce que le territoire qu'il réclame actuellement, c'est du territoire qu'on a fortifié, qu'on a renforcé. Ça fait partie de notre base militaire et industrielle et surtout, ce sont, dans beaucoup de cas, des hauteurs. Des hauteurs qui ont un avantage tactique, stratégique énorme et qui nous permettent de maintenir la Russie à distance. Et là, ce que dit Zelensky, c'est s'il fallait qu'on donne à la Russie les territoires qu'elle convoite actuellement et ceux qu'on défend très fort, ça donnerait un avantage énorme à Moscou et à la Russie pour lancer une nouvelle invasion de l'Ukraine éventuellement. Et Zelensky dit donc, entre les lignes, on est prêt à céder ce territoire, mais il faut qu'il y ait une garantie de sécurité ferme, sans quoi la Russie pourrait utiliser ce territoire pour nous envahir dans quelques années. Le clin d'œil, il est évident. Si au départ on nous parlait de raisons politiques, diplomatiques, morales, humaines, fondamentales, sur hors de question de donner du territoire, là c'est, si on leur donne ce territoire-là, il y a des implications tactiques et sécuritaires qui doivent être adressées d'emblée. Là, on parle. Là, on a une discussion, soudainement. On a vraiment une discussion. On ne l'avait pas dans un contexte où Poutine dit « Fuck you, tu n'en auras pas de garantie de sécurité, je refuse comme précondition de négociation moi-même. » Mais là, Poutine nous dit « Ouais, tu pourrais peut-être avoir une garantie de sécurité. » On est ouvert à ça, ou du moins c'est ce que nous disent les Américains. Alors voilà, la donne commence à changer. Donc en Ukraine, on a peut-être une fenêtre pour une négociation, on a peut-être vraiment une fenêtre pour une résolution de conflit si Zelensky et les Européens arrêtent de pisser dans la piscine. Parce que là, ça devient vraiment de plus en plus problématique. Alors qu'aujourd'hui, en réponse à tout ça, parce que bien sûr, les Ukrainiens ont senti la merde, ont vu ce qui est en train de se présenter devant eux, ont vu très clairement que Trump est en train de négocier par-dessus leur tête, ça embête les Ukrainiens d'emblée. Et là, on avait ce deal, peut-être pas un deal conclu, mais disons un deal préliminaire qui semble avoir été conclu avec Vladimir Poutine, dans lequel on s'entend pas de cessez-le-feu, mais sur le fond, on est à peu près d'accord. Je te donne ton territoire et nous, on va défendre l'Ukraine après la guerre.
Ça semble être la proposition qu'on a actuellement sur le terrain. Et ça, les Européens ne veulent rien savoir et les Ukrainiens ne veulent rien savoir. Alors, on fait venir Zelensky à la Maison-Blanche. Ça, c'était la prochaine étape. Après ce sommet, on dit « OK, bon, on a discuté avec Poutine. Maintenant, c'est Zelensky. Il faut qu'on attache les détails. Là. Ce qu'on est en train d'annoncer ou de télégraphier, c'est que Zelensky va se faire expliquer les termes, les conditions et va se les faire imposer. Ce meeting à la Maison-Blanche, c'est un peu rebelote, c'est un peu une deuxième reprise de ce premier meeting qui s'est terminé en se hurlant dessus avec J.D. Vance. J.D. Vance qui fera encore partie de la réunion d'ailleurs. Ça, c'est vraiment très performatif. Les États-Unis n'avaient absolument pas besoin de faire ça. On aurait pu permettre à J.D. Vance de partir ailleurs pendant quelques heures, juste pour la symbolique, juste pour le message. Au contraire, on tient à ce que J.D. Vance soit dans la pièce. Donc, il y avait un peu un setup là-dessus qui était dangereux. Les Européens le savent. Ils se souviennent la dernière fois que ça s'est passé, la dernière fois qu'on a fait venir Zelensky pour lui expliquer un deal là, et s'attendre à ce qu'il signe sur le champ, c'était la question des terres rares et des minéraux. Et Zelensky était reparti traumatisé. Les États-Unis avaient coupé l'aide immédiatement après. Vous aviez eu l'effondrement du front ukrainien à l'Est pendant les heures qui ont suivi. Ça avait été très rapide. Alors là-dessus, vous avez les Européens qui sont comme « Non, 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 on ne permet pas à Zelensky de retomber dans ce piège une deuxième fois. » Et donc, d'une scène sortie carrément d'un cartoon. C'est hilarant si ce n'était pas aussi pathétique et cliché. Vous avez les alliés européens. Dès qu'ils ont entendu parler de cette réunion où Zelensky était censé se rendre à Washington, toutes les lumières ont allumé rouge dans toutes les capitales européennes. Et là, vous avez de Paris jusqu'à Londres, les chefs d'État qui se déplacent pour aller à Berlin également, l'Allemagne et tous les autres, qui se déplacent pour aller à Washington accompagner Zelensky. Carrément pour faire équipe avec lui. Il n'y avait rien de ça, je veux être clair, là. Il n'y a rien qui était prévu. Zelensky était censé aller tout seul à la Maison-Blanche pour essentiellement se faire mettre dans le coin. Et les Européens sont comme vont défendre Zelensky en allant avec lui, en s'invitant eux-mêmes. Personne ne les invitait à Washington. C'est juste ça, c'est incroyable. La Maison-Blanche n'a jamais fait d'invitation. Ils se sont auto-invités au sommet avec Trump, avec Zelensky. Et la Maison-Blanche est comme « OK ». Et voilà, vous avez un exemple fantastique de ce que j'expliquais vis-à-vis le multilatéralisme et l'importance du multilatéralisme pour les petits États. On pense au Canada, puis je vous disais, justement, nous, on deal avec les États-Unis. C'est pour ça que le Canada a un intérêt dans le multilatéralisme. On est une petite crotte de nez contre un géant. Donc, plus on est de crotte de nez dans la pièce et qu'on crie ensemble la même chose, plus on a de chances qu'ils nous entendent et qu'ils nous écoutent. Ben là, vous le voyez en ce moment avec l'Europe. La beauté du multilatéralisme. L'Ukraine, tout seul dans une pièce avec Washington, une bouchée. L'Ukraine et tous ses alliés européens dans une pièce avec Trump, ben là, on fait comme renverser l'effet, ou plutôt utiliser à notre avantage l'effet qu'on décrivait tout à l'heure, que Trump est comme pas capable d'être impopulaire dans une pièce. Pas capable de pas être adulé par tout le monde et de ne pas être en bon terme avec tout le monde dans cette pièce. Et donc, on se dit, ben on va y aller. On va être 6-7 à dire la même chose. Il n'y aura pas le choix de dire la même chose que nous, puis d'être d'accord. Alors, j'en suis désolé. Malheureusement, on enregistre le lundi, c'est diffusé le mardi. On n'aura pas les conclusions de cette rencontre. Vous les verrez au moment de regarder l'émission. Pour le moment, je peux juste relever l'aspect lunaire, l'aspect incroyablement pathétique, d'un côté comme de l'autre, tant pour les États-Unis, Trump, que pour l'Ukraine et même additionnellement pour l'Europe. De devoir s'inviter comme ça pour aller défendre Zelensky, c'est une scène pour l'Ouest, soyons clairs, pour l'Ouest avec un grand O, pour l'Occident, c'est une scène gênante. C'est gênant de voir que c'est comme ça que notre diplomatie se fait et qu'on essaie de sortir de ce conflit en Ukraine. Vous voyez pourquoi les Russes doivent regarder ça puis être morts de rire, là. C'est des clowns. Et, bon, je vous mentionnais tout à l'heure les éléments catastrophiques pour l'Europe. En quoi c'est catastrophique? Que vous avez aujourd'hui la Russie, les États-Unis qui négocient ce conflit par-dessus la tête des Européens. Bien sûr, d'emblée, il y a le fait que les Européens ont contribué à ce conflit. C'est pas comme si les États-Unis étaient tout seuls à avoir payé la facture. En fait, au moment où on se parle, les Européens ont contribué plus que les États-Unis à la facture de l'Ukraine, cumulativement.
les Américains ont ralenti considérablement sous Donald Trump. Beaucoup de ce qui a été offert à l'Ukraine a été offert à travers de nouveaux mécanismes, notamment avec l'argent européen. Donc, les Américains, au point où on en est, n'ont pas Il n'est pas normal qu'ils soient par défaut ceux qui négocient l'entente avec l'Ukraine. Il n'y a rien qui leur offre ce statut-là. On pourrait dire, ouais, mais ils sont les plus forts ou quoi que ce soit. Ouais, mais ils sont aussi responsables de la guerre. Ils sont aussi responsables de la continuité de la guerre. Leur implication avec l'Ukraine est au moins au même niveau que celle de l'Europe. Donc là-dessus, non. Il n'y a pas de raison pour laquelle les États-Unis devraient négocier tout seuls avec la Russie. Les seuls qui veulent ça, c'est les Russes. Les Russes ont gagné. Les Russes veulent une négociation en tête-à-tête avec les Américains pour un certain nombre de raisons. D'abord, ça légitimise la Russie et ça place Poutine, ça légitimise Poutine, devrais-je dire, d'interagir directement en sommet avec le président américain. Ça l'élève à son niveau. Ça ramène la Russie à son niveau de superpuissance, comme quoi on deal d'égal à égal directement avec le président américain. Mais encore plus que ça, ça humilie l'Europe et ça délégitimise l'Europe sur son propre espace sécuritaire. Normalement, c'est le territoire de l'Europe. Il est question d'une guerre en Europe. Et les Européens n'ont même pas leur mot à dire sur qu'est-ce qui va se passer. C'est les États-Unis qui négocient la fin de ce conflit européen avec la Russie. Donc, ce qui est en train de faire Moscou, c'est un peu en train de reléguer tous les pays européens en dessous de Washington à rien d'autre que des espèces de marionnettes. De toute façon, toutes les questions sécuritaires, ça ne vous concerne pas. Ça, pour la Russie, c'est un gain énorme qui, depuis le début, qu'est-ce qu'on dit en Russie? Est-ce qu'on dit qu'on se bat contre la France? On se dit qu'on se bat contre Washington. Ça a été présenté contre une guerre contre les États-Unis, contre l'OTAN, contre les impérialistes. Ça a été présenté surtout contre un affrontement motivé par des éléments géopolitiques. Donc là-dessus, pour la Russie, d'aller négocier un grand sommet directement avec Washington, c'est compatible avec le narratif qu'on essaie de présenter. Pour les Européens, c'est pour ça que je vous dis, c'est catastrophique. On n'aurait absolument pas voulu être vu en train d'être bossé par Washington dans son propre espace sécuritaire. Et là-dessus, vous avez en fait, au-delà de la réaction de l'Ukraine qui nous dit « hors de question qu'on vous donne le Donbass », au-delà de la réaction de l'Europe qui dit « hors de question que l'Ukraine fasse des concessions territoriales et on va aller l'aider », mais vous avez aussi la Russie et les États-Unis là-dessus qui sont en train d'essayer de se faire un deal et ça fait très peur à l'Europe également. Les États-Unis peuvent être tentés, au moment où on se trouve en ce moment, de juste abandonner l'Europe sur les questions, sur les concessions de négociation. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un conflit européen. En théorie, l'objectif devrait être de stabiliser l'Europe, de régler les questions fondamentales qui ont mené à ce conflit. On se parlait tantôt de l'OTAN, on se parlait des garanties de sécurité, on se parlait des zones d'influence. C'est tous ces trucs qui, fondamentalement, ont mené au conflit, ou du moins, on pourrait avoir un argument très crédible qui postulerait que c'était un des éléments majeurs. Les États-Unis auraient dû, par la négociation, en théorie, chercher à adresser ces enjeux surtout. Ça aurait été ça, les concessions. Pas des concessions pour Washington. Mais là, puisque Poutine, voit que Trump est prêt à abandonner l'Europe, Poutine est brillant et offre à Trump des concessions qui n'ont rien à voir avec l'Europe et qui sont purement liées à la relation entre les États-Unis et Washington. Ce que ça fait, c'est que ça rapproche les deux et surtout, ça préserve exactement le statu quo en matière sécuritaire en Europe, où normalement, on aurait pu s'attendre à une négociation un peu plus profonde, juste sur les enjeux fondamentaux, à dire, le respect de l'intégrité des frontières, etc., la question de l'OTAN. Et on est en train de mettre tout ça de côté. Et ce que Poutine suggère à Trump pour sceller l'entente, ce sont des questions sur, par exemple, l'approvisionnement en ressources naturelles. On veut des deals avec les États-Unis. On a cet article ici de Reuters qui nous mentionne que Poutine a suggéré aux États-Unis de faire des ententes avec la Russie sur la question du contrôle de l'armement, contrôle nucléaire.
Ça fait des années qu'on tente d'avoir de la collaboration entre Washington et la Russie sur la question nucléaire. C'était de plus en plus difficile, surtout sur l'administration Biden. Beaucoup de traités avaient été entièrement nullifiés. Et là, maintenant, la Russie, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine, mais nous dit, puisqu'on vous fait aucune concession sur l'Ukraine, c'est toi qui m'as donné un avantage à toi. Aux États-Unis, juste entre nous, ça n'a rien à voir avec l'Europe. Et c'est pour ça que ça terrorise l'Europe de voir tout ça. C'est que les États-Unis sont comme en train d'utiliser un conflit européen pour s'extraire des concessions stratégiques pour eux, des avantages pour eux, et de laisser l'Europe entièrement derrière. Donc là, vous avez vraiment une scène absolument pathétique dans laquelle les Européens essaient de reprendre contrôle de la situation et d'empêcher les États-Unis d'extraire des gains et de s'en aller et d'abandonner tout le monde avec le reste. Donc la négociation actuellement entre Trump et Poutine, elle est spectaculaire, mais elle est loin d'être terminée. Attendez-vous de voir les Européens s'impliquer de beaucoup plus près et il est fort possible que l'Europe décide d'imposer des sanctions additionnelles si on constate que Trump ne va pas assez loin. D'ailleurs, ces manœuvres qui ont été lancées par Trump au cours des dernières semaines pour punir les alliés de la Russie et ceux qui achètent ces hydrocarbures, pétrole, gaz naturel, il est possible que les Européens décident d'imiter, notamment vis-à-vis de l'Inde. Alors, on continue avec notre prochain dossier parce que je ne voulais pas m'éterniser non plus sur la négociation entre Trump et Poutine. Et on se déplace du côté d'Israël, bien sûr, vous le devinerez. C'est toujours un grand focus de notre attention également. Cette fois, un article du Wall Street Journal qui nous rapporte « On progresse » du côté de Gaza sur la question de la délocalisation, la relocalisation des Palestiniens, alors qu'on nous dit que c'est très gros. La Libye, le Soudan, la Syrie font partie des pays avec lesquels Israël a discuté dans le cadre de ses efforts pour déplacer des centaines de milliers de personnes de l'enclave. Israël négocie discrètement la relocalisation des Palestiniens de Gaza. Israël et les États-Unis poursuivent leurs efforts pour relocaliser des centaines de milliers de Palestiniens de la bande de Gaza, une mesure qu'ils ont présentée en termes humanitaires, mais que les gouvernements d'Europe et du monde arabe ont critiquée comme irréaliste et constituant une violation potentielle du droit international. L'idée que les responsables israéliens ont publiquement évoquée depuis le début de la guerre à Gaza a été largement évoquée au début de cette année, lorsque le président Trump a déclaré que les États-Unis devraient prendre le contrôle de Gaza et la réaménager en une destination touristique internationale. L'attention s'est déplacée. Mais les partisans de cette idée persistent. Les responsables israéliens ont sondé leur homologue d'une demi-douzaine de pays et territoires, dont la Libye, le Soudan du Sud, le Somaliland et la Syrie, au sujet de l'accueil des Palestiniens qui accepteraient de quitter Gaza. Israël et les États-Unis ont également fait pression sur l'Égypte pour qu'elle réinstalle les habitants de l'enclave et de la péninsule du Sinaï. L'Égypte, qui contrôlait autrefois la bande de Gaza, s'est fermement opposée à cette idée. Sa frontière avec Gaza, en fait une destination logistiquement attractive aux yeux des partisans de l'idée. Ces pressions ont donné lieu à plusieurs rencontres conflictuelles, notamment des altercations entre responsables israéliens et égyptiens. Alors, on a des conflits ouverts avec l'Ukraine. Tu as dit des pressions, des rencontres conflictuelles, notamment à des altercations entre responsables israéliens et égyptiens. Alors, c'est la chicane entre Israël et l'Égypte, à savoir pourquoi ils ne prennent pas de réfugiés palestiniens. Là-dessus, il y a certains éléments. Il faut quand même comprendre la posture des pays arabes. Il y a plusieurs éléments, vraiment. D'abord, l'intégration de réfugiés d'un pays tiers, n'importe lequel, c'est problématique. Quand on parle d'une échelle massive, de dizaines, de centaines de milliers de réfugiés, que ce soit des Syriens en Allemagne, que ce soit des Indiens au Canada, que ce soit peu importe la communauté et la société d'accueil, vous avez une question de cohésion sociale et d'économie. Il n'y a personne qui veut recevoir des centaines de milliers de personnes comme ça sans contrepartie, sans qu'on donne des moyens, des ressources, de l'infrastructure, quelque chose. C'est domper un problème dans ta cour, carrément. Deuxième élément, il y a bien sûr la question sécuritaire. Beaucoup de ces États, incluant notamment l'Égypte, ont déjà dealé auparavant avec de l'islamisme radical, notamment à travers les frères musulmans, et sont donc extrêmement réticents. Ils ont déjà été brûlés auparavant et ne veulent rien savoir aujourd'hui d'accepter des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas été vêtées, qui n'ont pas été contrôlées à la frontière et sur lesquelles on n'a pas fait d'évaluation approfondie pour connaître leurs antécédents, leur appartenance idéologique, politique, sécuritaire. Est-ce qu'ils appartiennent au Hamas? Est-ce qu'ils appartiennent à Hezbollah?
Est-ce que ce sont des gens qui ont été condamnés par le passé? Vous comprenez pourquoi ces pays, au-delà de la question économique, viennent vraiment se dire « on a déjà un enjeu avec l'islamisme radical, on n'est pas certain si on veut faire venir des centaines de gens qui ont été, d'une certaine manière, endoctrinés, volontairement ou pas, là, juste par la guerre elle-même. C'est normal. Si vous me mettez dans une situation de guerre contre un ennemi que je déteste et que je me réveille la nuit pour détester, qui bombarde ma famille, qui détruit ma ville et qui assassine des enfants, je vous le garantis que je vais les détester à vie, que ça va être une poussée idéologique, que ça va être une mission personnelle que de me venger. Donc, vous avez des centaines de milliers de Palestiniens qui partagent peut-être pas mon feeling, mais il y en a certainement quelques-uns là-dedans. Alors oui, les pays de la région autour se disent « Est-ce que c'est pas juste importer le Hamas sur notre territoire qui va en faire une base d'opération pour lancer des attaques contre Israël et ensuite qui se fait bombarder? » C'est nous. On va se faire bombarder parce qu'on a des groupes ici à quelconque, un peu comme le Liban avec Hezbollah. Si vous demandez au Liban, est-ce qu'on veut se débarrasser du Hezbollah au moment où on se parle? Oui. Le Liban est dans une négociation, est censé, sous pression américaine, israélienne, est censé désarmer le Hezbollah. Le Hezbollah a dit « fuck you, on garde nos armes ». Et c'est un gros problème en passant. Le chef du Hezbollah a fait une adresse la semaine dernière pour dire « on garde nos armes, allez chier et venez les chercher ». Alors, qu'est-ce que vous pensez que c'est la réponse? C'est Israël qui va bombarder encore une fois au Liban et ça fait extrêmement mal à l'intégrité nationale du Liban, à sa cohésion. Alors, là-dessus, les pays de la région, recevoir des Palestiniens ne sont pas partisans. Et finalement, c'est le troisième point, c'est l'enjeu pratique et idéologique, l'enjeu politique, devrais-je dire. Si vous acceptez d'ouvrir votre porte, disons qu'on est l'Égypte, et qu'on ouvre la porte pour des réfugiés palestiniens, ce que vous êtes en train de faire en pratique, c'est de faciliter leur expulsion par Israël. Ce que vous êtes en train de faire, c'est d'être complice dans l'expulsion et la relocalisation des Palestiniens, ne serait-ce qu'en offrant une voie alternative viable. La seule raison, au moment où on se parle, qu'on n'a pas encore fait cette expulsion massive des Palestiniens, puisqu'on a l'appui de Washington, puisqu'on a une inconscience internationale, puis un désintérêt international, de moins en moins avec la question de la reconnaissance de la Palestine. Mais il demeure que juste le retrait de Washington dans tout ça, et encore plus même le fait que les États-Unis disent « on est d'accord et nous-mêmes, on endosse l'idée de repousser les Palestiniens ailleurs », bien en soi, ce serait suffisant pour qu'Israël le fasse. Israël a toujours voulu ça, ou du moins depuis les dernières années, où on a accepté que la colonisation, l'expansion du territoire israélien serait la visée stratégique pour les prochaines années, manifestement, depuis au moins 2023. Si on offre une possibilité à Israël, que ce soit au Soudan, en Arabie saoudite, que ce soit en Jordanie, Israël va exécuter son plan. Donc, vous avez des pays comme l'Égypte, comme le Soudan, la Libye, etc., qui, eux, disent, ils ne veulent pas être vus comme ceux qui ont permis ça, une deuxième Nakba. Ils ne veulent pas être vus comme ceux qui ont facilité l'expulsion de ces Palestiniens et qui vont devenir persona non grata, essentiellement dans le monde arabe, pour les années à venir, pour les décennies à venir. On se souvient des leaders égyptiens qui ont conclu des ententes avec Israël et qui ont été détestés par le monde arabe ensuite, spécifiquement pour cette raison. Et là, on recherchait la paix. Donc, imaginez si vous collaborez à l'expulsion des Palestiniens. Donc, oui, Israël essaie de parler avec tout le monde pour voir est-ce que quelqu'un va les prendre. On va essayer de trouver peut-être un endroit où on peut les déplacer. Ma prédiction, c'est que personne ne va l'accepter. Personne ne va l'accepter, encore moins l'Égypte. Alors, Israël continue là-dessus à négocier, à essayer d'avoir des concessions de ses États. Le président Trump prône depuis longtemps des solutions créatives pour améliorer la vie des Palestiniens, notamment leur permettant de se réinstaller dans un nouvel endroit magnifique pendant la reconstruction de Gaza. C'est orwellien tout ça. Cependant, le Hamas doit d'abord accepter de se désarmer et de mettre fin à cette guerre et nous n'avons aucun détail supplémentaire à fournir pour le moment. Et en réponse à cette intention israélienne, en réponse à cette campagne de pression qui a largement augmenté, disons-le, au cours des derniers jours, alors que vous avez vu les troupes israéliennes avancer toujours plus sur la bande de Gaza et nous parler maintenant justement de relocalisation, expulsion, etc. On ne veut plus rien savoir du Hamas. Mais là, vous avez le Hamas là-dessus qui, comme un cheveu sur la soupe,
nous annonce, à travers, bien sûr, ça n'a pas été couvert dans les grands journaux occidentaux, mais hier, dimanche, le Hamas a annoncé qu'il était prêt à accepter sans aucun amendement la proposition de cessez-le-feu qu'on lui avait faite. Depuis très longtemps, le Hamas nous disait « Ouais, mais… » On demandait toujours on voulait offrir, par exemple, les otages. On leur disait « On va te donner les otages sur 10 jours. » On va en donner un peu plus à tous les 10 jours. On va en donner un de plus et un de plus et un de plus, graduellement comme ça, jusqu'au retrait des troupes israéliennes. Là, en ce moment, le Hamas dit « Non, on est prêt à arrêter. Si vous arrêtez, on est prêt à arrêter immédiatement. Aucune condition. » Et donc, on est en train un peu de nuire à la posture israélienne là-dessus, qui nous dit, tant qu'on n'a pas terminé avec la question des otages, on va poursuivre la guerre. Le Hamas ne veut pas collaborer avec les otages, donc on n'a pas le choix d'aller plus loin. Le Hamas dit, non, on va vous donner les otages maintenant si vous les voulez. Faites juste sortir. Le Hamas a déclaré au médiateur qu'il était prêt à accepter la dernière proposition de cessez-le-feu sans amendement. Selon les sources, la délégation du Hamas, conduite par son chef dans la bande de Gaza, a déclaré aux médiateurs qataris et égyptiens, lors de la réunion cette semaine, avoir décidé de reprendre les discussions sur la dernière proposition prévoyant un cessez-le-feu de 60 jours, le redéploiement des forces israéliennes et la libération de 10 otages. Après avoir officiellement informé les médiateurs de sa nouvelle position, le mouvement aurait rejeté ses précédents amendements relatifs au retrait des troupes et à plusieurs autres exigences liées à la libération de prisonniers. Alors vous aviez donc le Hamas qui avait fait des demandes, qui était resté en suspens. On dit aujourd'hui, oubliez tout ça. Tout ce qu'on avait demandé, oubliez ça, on y tient même pas, on veut juste que ça s'arrête maintenant. C'est qu'on voit vraiment Israël qui se prépare à entrer dans une nouvelle phase de la guerre et cette fois vraiment à expulser entièrement le Hamas et à refuser toute forme de compromis sur Gaza. La réaction est extrêmement mauvaise. C'est vrai à l'international, mais c'est aussi vrai à l'intérieur d'Israël. Alors que je vous présente cette fois un article du Wall Street Journal, toujours, qui nous parle de ces manifestations monstres en Israël, alors que des centaines de milliers d'Israéliens, en fait, selon certains chiffres, jusqu'à 1 million d'Israéliens, c'est lunaire, jusqu'à 1 million d'Israéliens seraient sortis dans la rue pour protester, manifester contre un certain nombre de choses. En fait, manifester contre le gouvernement Netanyahou, manifester contre ce plan d'expansion de la guerre à Gaza et manifester additionnellement contre ce reni de la politique originale israélienne d'aller extraire les otages d'abord et avant tout. En ce moment, on nous dit les otages, il arrivera ce qui arrivera. Notre priorité, c'est d'abord de expulser entièrement le Hamas et on refuse de négocier avec le Hamas au point où on en est. Il n'est plus du tout question d'avoir quelque forme de négociation, de discussion. On cherche l'expulsion totale du Hamas. Les sondages montrent que la grande majorité des Israéliens souhaitent que les combats cessent, mais le gouvernement prévoit de les étendre. Les familles des otages israéliens détenus à Gaza ont mené des manifestations à l'échelle nationale et une grève appelant à la libération de leurs proches et à la fin de la guerre à Gaza. Une grosse grève, une grève nationale en fait, signe d'une pression intérieure croissante pour mettre fin au combat, alors que même que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme qu'il prévoit de les étendre. Beaucoup de résistance à Israël, à ce plan de Netanyahou, qui a un certain nombre d'enjeux lui-même, les enjeux politiques, les enjeux économiques, etc., mais surtout des enjeux, pour moi, j'en parlais d'ailleurs avec Guillaume avant de commencer tout à l'heure, c'est que les prérogatives de l'un et de l'autre ne sont pas les mêmes. Oui, Netanyahou fonctionne avec un Parlement divisé. Oui, Netanyahou doit fonctionner avec des éléments radicaux dans sa coalition. Oui, tout ça. La population, elle, voit juste, c'est une guerre, on est brûlé, on en a assez, l'armée en a assez, tout le monde en a assez. L'armée a déjà manifesté manifesté son opposition en disant on ne devrait pas aller à Gaza de la manière qui a été proposée par le premier ministre. Au cabinet de sécurité, on a ouvertement manifesté cette opposition et le cabinet a quand même voté pour le plan du premier ministre. Donc, l'armée est contre, la population est contre, mais le politique avec un grand P est pour. Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, c'est pas les mêmes prérogatives. La population n'a qu'une seule vie à vivre. La population veut travailler, veut la normalité, veut la stabilité,
veut retourner à sa vie quotidienne. La population voit ses proches servir dans conscription, voit un désastre humanitaire à Gaza, voit la pression internationale monter sur Israël, voit la honte que certains d'entre eux ont en voyageant à l'international et en étant identifiés comme des complices de génocide, comme des... Ça, pour les Israéliens, ça commence à peser très lourd. Et c'est pour ça que vous avez 1 million d'entre eux dans les rues d'Israël et une grève nationale pour protester contre cette tentative d'Israël, contre-intuitivement, d'aller contre la volonté de la population et d'étendre la guerre. Ça, c'était la prérogative de la population, la prérogative populaire. La prérogative de l'État, elle est totalement différente. Parce que là, on se parlait un peu plus tôt des intérêts supérieurs de la nation. Bien, mettez-vous à la place d'un premier ministre israélien. Lui, les cartes qu'il joue, encore une fois, il n'est pas question de moralité, il n'est pas question de déterminer qui a raison dans le calcul, je vous parle de prérogatives différentes et d'éléments de calcul qui ont un impact, une influence. La population, on veut la paix et on veut que nos propres intérêts avancent. Pour ce qui est de l'État, il veut que ses intérêts avancent indépendamment de ce que ça implique. Israël voit actuellement que les États-Unis, de par la présence de Trump au pouvoir, qui donne un chèque en blanc à Israël pour faire ce qu'il veut, c'est une fenêtre stratégique historique qui n'est jamais apparue dans l'histoire des États-Unis. Vous pensiez de Reagan. Reagan n'était pas aussi gentil que ça avec Israël. Il n'y a jamais eu un président dans l'histoire des États-Unis qui a fait d'aussi gros cadeaux à Israël et qui a fait vraiment, au-delà des cadeaux, juste un désintérêt total pour ce qui se passe au Moyen-Orient. Peu importe ce qui arrive à Gaza, peu importe ce qui arrive, faites ce que vous voulez. Et ça, c'est la déclaration de Trump, d'ailleurs, de dire, « Well, Israel will do what it needs to do. » Ils vont faire ce qu'ils ont besoin de faire. Fait que mettez-vous à la place d'Israël. Ils ne savent pas combien de temps ça va durer. Trump peut être destitué dans 6 mois. Trump peut mourir. Trump peut être assassiné. Trump peut être battu aux élections de mi-mandat. Il y a plein de choses qui peuvent réduire la portée politique de cette fenêtre incroyable à laquelle ils ont accès. Ils doivent en profiter. Je ne vous dis pas qu'ils ont raison de le faire au sens moral. Je vous dis au sens stratégique. Vous mettez à la place de Netanyahou et il a une fenêtre qu'il se doit d'exploiter. Et indépendamment de Netanyahou, qui lui aussi a ses propres prérogatives, on s'en tient pas de l'État, pas du gouvernement, pas de Netanyahou, pas de la population, juste de l'État israélien lui-même, sur 1000 ans. Il n'a pas le choix de prendre cette fenêtre pour expulser Gaza, pour faire le ménage en Cisjordanie, étendre ses colonies, aller toujours plus loin, parce que le principal étau, la principale contrainte à l'action israélienne dans la région, ça a toujours et ce sera toujours les États-Unis. La réponse américaine. Donc, en ce moment, le principal paramètre, il est favorable. À la même manière où on récolte quand il fait soleil. On en profite d'aller aussi loin que possible. Alors, là-dessus, ça nous explique un peu cette espèce d'incompatibilité entre les intérêts stratégiques israéliens et la volonté de la population. Et pourquoi l'État va contre la volonté de la population qui lui donne le mandat d'agir. Et qu'on dit « vos gueules, on préfère passer à travers des manifestations, je préfère être dans la merde avec la population que de l'être avec ma coalition, que le gouvernement tombe et que les États d'Israël que les intérêts israéliens soient suspendus ou gelés ou qu'ils reculent. » Encore une fois, c'est pas de la moralité. Si je vous dis comment le calcul s'exécute, là, et pourquoi ça change rien dans le calcul de Netanyahou et du gouvernement, que les gens se déchirent la chemise dans la rue et pleurent et exigent que ça s'arrête. Les cartes exigent que ça se continue. Tant et aussi longtemps que la situation est aussi favorable. Parce que ce scénario, il ne joue pas sur 10 ans, il ne joue pas sur 100 ans, il joue sur 1000 ans. Israël, c'est ça Israël, c'est l'histoire d'Israël, c'est la politique du fait accompli. Si tu me dis de ne pas faire quelque chose, je l'ai déjà fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Tu vas envoyer une armée pour me déloger? Vas-y, recrute des pays. C'est ça. Je suis tout seul, je fais ce que je veux. Et c'est donc comme ça qu'Israël a réussi, à travers la politique du fait accompli, d'étendre graduellement sa présence sur son empreinte régionale. Continuons là-dessus. Alors qu'on a, cette histoire de manifestation, d'expansion de la campagne à Gaza, vous avez une déclaration qui a été faite par le ministre des Finances,
ministre des Finances israélien, qui est en passant un des plus radicaux du gouvernement Netanyahou. C'est souvent un de ceux que vous entendez faire des déclarations lunaires. C'est Smotrich. Et là, il nous dit aujourd'hui qu'Israël va aller de l'avant avec une expansion des colonies près de Jérusalem-Est, qui essentiellement, ce que ça vient faire, c'est morceler la Cisjordanie en deux. On vient comme la partitionner. Pourquoi c'est important? On se parlait il y a quelques semaines de cette idée de reconnaître l'État palestinien et comme quoi, d'abord on avait Canada, Royaume-Uni, France, mais maintenant, ajoutons à ça l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui nous disent qui s'estiment prêts à reconnaître la Palestine lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Devant cette poussée, moi je vous disais, on en parlait ensemble à la revue de presse, il faut faire très attention. Ça pourrait inviter Israël à aller encore plus loin, à utiliser cette petite fenêtre pour justement nous présenter devant la politique du fait accompli. Encore une fois, c'est exactement ce qu'Israël est en train de faire, comme on l'a prévu. Cette fois, on a d'abord eu Gaza. Cette fois, c'est la Cisjordanie. Donc, simultanément, la poussée israélienne se fait sur les deux côtés pour essayer autant que possible de saboter et de nullifier la possibilité d'un État palestinien. À Gaza, je vous le disais la semaine dernière, attention, ça peut détruire le projet palestinien. Ça peut vraiment le détruire. S'il faut qu'on occupe Gaza, l'histoire d'avoir un État unitaire et que là, les autorités ne se parlent même pas ou c'est administré par une autorité contrôlée par Israël, on peut déjà ne plus l'imaginer. Il nous reste donc la Cisjordanie pour un État palestinien viable. Et là, le ministre des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich, a déclaré qu'Israël allait de l'avant avec une expansion controversée des colonies près de Jérusalem-Est. Smotrich, qui supervise également les affaires civiles dans les territoires palestiniens occupés via un poste distinct au ministère de la Défense, a déclaré que les plans de construction ont été approuvés pour un projet qui enterre définitivement l'idée d'un État palestinien. Cette décision fait suite à l'annonce par des pays comme la France, le Royaume-Uni et l'Australie de leur intention de reconnaître un État palestinien d'ici septembre, cherchant ainsi à faire pression sur Israël pour qu'il mette un terme à la guerre qui dure depuis près de 2 ans à Gaza. Je vous dis attention, ça pourrait être le contraire, on pourrait l'escalader en réponse à cette reconnaissance. Ces reconnaissances seraient symboliques, mais elles laisseraient Israël encore plus isolé. Aujourd'hui, quiconque dans le monde tente de reconnaître un État palestinien recevra une réponse de notre part sur le terrain, a déclaré Smotrich jeudi. Exactement comme on se le disait. Israël va utiliser justement cette reconnaissance de dire « Ouais, on va aller encore plus loin, justement en réponse à ça. » Ils parleront d'un rêve palestinien et nous continuerons de construire une réalité juive. Le plan approuve des milliers de nouveaux logements dans une zone de Cisjordanie appelée E1, où les plans de construction ont été retardés pendant des années en raison de critiques internationales sur lesquelles il creuserait une profonde division au sein du territoire palestinien. Essentiellement, vous avez 2 grandes villes surtout là, qu'on essaie de séparer. Vous avez au nord Ramallah, au sud Bethléem, qui sont 2 des principales villes de cet État palestinien prospectif, celui de la Cisjordanie du moins, et Israël, en construisant des colonies additionnelles à l'est de Jérusalem, serait en mesure essentiellement de bloquer la route entre ces 2 grandes villes, entre ces 2 portions d'un État palestinien prospectif. Et donc, c'est pourquoi on nous dit exactement que c'est considéré comme étant la déclaration exacte là, de Smotrich ici, qui nous dit que c'est un projet qui enterre définitivement l'idée d'un État palestinien. C'est pour cette raison, les Israéliens le savent eux-mêmes, c'est la raison pour laquelle ils voulaient construire dans cette région. On avait mis ça sur la glace depuis un bon moment, sous pression américaine en passant. Beaucoup, Barack Obama notamment. Barack Obama et Joe Biden et les administrations subséquentes ont mis énormément de pression sur Israël avec la communauté internationale pour qu'on gèle ces fameuses colonies dans la zone E1 en raison de sa nature très sensible et que ça pourrait vraiment compromettre la viabilité d'un éventuel État palestinien. Là, si aujourd'hui, suite à cette construction, vous décidez de faire un État palestinien, vous allez devoir construire des tunnels en dessous d'Israël juste pour connecter la Palestine à elle-même. Alors là, on a un problème considérable quand même, et les Israéliens le savent très bien. C'est en fait la raison pour laquelle ils le font, et c'est justement parce qu'on leur a dit depuis des années, faites pas ça, ça va détruire la Palestine, on peut pas faire d'État palestinien si vous faites ça. Là, on leur dit, on va le reconnaître, ils disent, ouais,
on va le tuer. C'est fini. On prend Gaza, puis on colonise en Cisjordanie. Qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est ce que je voulais dire la semaine dernière en vous disant, ça se pourrait très bien qu'on nuise à la cause palestinienne en introduisant une reconnaissance qui est mal attachée comme ça et qui va juste mettre de la pression sur Israël de redoubler d'ardeur dans la bande de Gaza et maintenant en Cisjordanie. Alors, la prédiction s'est réalisée fort malheureusement. On se retrouve aujourd'hui avec le tas de merde qu'on a devant nous pour ce qui est du Moyen-Orient. Et là-dessus, quelle est la réponse des États arabes? Quelle est la réponse de tout le monde, des États-Unis? Un silence, encore une fois, silence total et complet. Qui va empêcher Israël de construire? C'est Israël qui s'auto-empêche. C'est Israël qui s'auto-empêche sous la pression américaine lorsqu'on lui dit « va démolir tout ça ». On lui impose de le démolir à coup de restrictions militaires, à coup de des limites, des contraintes qu'on va lui imposer, que graduellement on va resserrer l'étau pour forcer Israël, contraindre Israël à une action quelconque. C'est souvent pour permettre aux Palestiniens d'exister. Ben là, aujourd'hui, les Américains ne vont certainement pas mettre de la pression sur Israël. Et c'est ce que je voulais dire par indépendamment de ce qui se passe dans la rue, Israël a une fenêtre incroyable et ils vont tout faire pour la saisir. Là-dessus, parlant de fenêtre incroyable et de la volonté d'Israël de saisir cette fenêtre, vous avez le fameux discours du Greater Israel, Grand Israël. C'est essentiellement une vision d'Israël qui est partagée surtout par les plus radicaux, mais aussi par les partisans du sionisme vraiment de la première heure. On voit un État israélien qui est territorialement beaucoup plus étendu, qui touche à une portion de la Syrie, de l'Égypte, de la Jordanie, du Liban, si je me souviens bien. Alors donc, un Israël territorialement beaucoup plus grand. On pourra vous mettre une carte à l'écran de ce Greater Israel. Et c'est quelque chose d'extrêmement controversé que de reconnaître l'existence du plan du Grand Israël, que de reconnaître que ça fait partie de notre volonté, ou du moins de nos ambitions, parce que c'est une attaque directement à tous les pays que ça concerne. C'est une attaque contre le Liban, c'est une attaque contre la Syrie, c'est une attaque contre la Jordanie, contre l'Égypte, de dire « un jour, là, on va se prendre un petit bout par là ». Quand notre projet israélien, le vrai projet sioniste, ça inclut des portions de votre territoire. Tout le monde autour fait comme « ouais ». Alors là, c'est très problématique. Et souvent, Israël, on ne voulait pas trop parler de ça. Et maintenant, vous avez Netanyahou, en entrevue, qui dit qu'il est en mission historique et spirituelle et qu'il se sent lié à la vision du Grand Israël. Une entrevue, donc en fait, qui a été relatée ici dans le Times of Israel, mais qui a fait vraiment grand bruit à travers le monde parce que c'est le genre de chose qui est lunaire, on ne dit pas ça publiquement. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré à la chaîne télévision I24 qu'il se sentait investi d'une mission historique et spirituelle et qu'il était très attaché à la vision de la terre promise et du Grand Israël. L'intervieweur, qui fut brièvement député de droite à la Knesset, offre à Netanyahou vers la fin de son entretien ce qu'il dit être une amulette représentant une carte de la terre promise. « C'est ma vision », déclare-t-il. Il plaisante en disant qu'il ne veut pas embrouiller davantage Netanyahou. « Est-ce que vous êtes en phase avec cette vision? »« Beaucoup », répond le premier ministre. « Vraiment? »« Beaucoup », répète Netanyahou. Il lui remonte la carte et dit « C'est le Grand Israël ». Netanyahou répond « Si vous voulez mon avis, nous sommes là. » Vous savez, je parle souvent de mon père. La génération de mes parents a dû fonder l'État. Et notre génération, la mienne, doit garantir sa pérennité. Et je considère ça comme une grande mission. Il aborde ensuite le sens de la mission des Israéliens aujourd'hui, soulignant. Alors, vous avez Netanyahou qui s'en cache pas du tout, qui se fait montrer une carte du Grand Israël. L'intervieweur lui dit « T'es sûr, là, je vais te mettre dans le trouble, là, je suis en train de te montrer une carte du Grand Israël. » Tu me dis « Oui, absolument, oui. » Mais c'est exactement ce qu'on se disait tout à l'heure. La fenêtre historique, la mission et de l'État israélien, cette question voilà, Netanyahou le dit ouvertement. Je suis investi de quelque chose qui me dépasse, qui dépasse ma vie, qui dépasse ma personne, mon gouvernement, et qui revient au projet sioniste lui-même de ce grand Israël. Alors, vous avez beau être 5 millions dans la rue. Tout fait son sens. Naturellement, cette déclaration a causé un tollé à travers le monde arabe que tout le monde a dénoncé, de se dire « Mais pour qui il se prend? Merde, lui, à dire ça ouvertement, garde-toi une gêne. »
Les ministres des Affaires étrangères arabes et islamiques condamnent la déclaration de Netanyahou sur le Grand Israël. Dans une déclaration commune, les ministres ont déclaré que les déclarations de Netanyahou et de ses ministres constituaient une violation flagrante et dangereuse du droit international. La déclaration a été signée par les ministres des Affaires étrangères de 31 pays et les chefs de la Ligue arabe, de l'OCI, du CCG. Alors, vous avez donc la réponse arabe là-dessus qui, prévisiblement, on est en colère à se dire « mais c'est quoi cette histoire de dire ça publiquement? » C'est toujours un soupçon. On imaginait que peut-être Israël avait ça dans ses plans. On l'a déjà mentionné dans des forums plus partisans, mais de le dire ouvertement comme ça, alors qu'on est en fonction, c'est gigantesque. On continue sur notre prochain dossier. Cette fois, quelque chose d'absolument fascinant, et ça nous vient de la semaine dernière. Alors que je vous disais qu'on se gardait des dossiers qu'on n'avait pas eu le temps d'explorer, Trump, qui ordonne directement à l'armée américaine de viser les cartels de drogue étrangers. On pense donc naturellement aux cartels de drogue mexicains avec lesquels les États-Unis sont embrouillés depuis maintenant une période, depuis les dernières années. Il faut dire que cette espèce de conflit caché, presque secret, fait de plus en plus surface. Et là, on nous parle plus seulement de surveillance, parce qu'il y a quelques mois, Trump avait déjà ordonné, ou plutôt autorisé à l'armée américaine de mener des activités de surveillance, la CIA, etc., sur le territoire mexicain. On nous disait qu'on préparait le terrain, mais qu'il n'y avait pas d'intention claire et formelle des gens. On ne sait pas trop si on va envoyer des gens sur le terrain, est-ce qu'on va envoyer l'armée, est-ce qu'on va envoyer des équipes spéciales, quelle était l'intention là-dessus? On ne sait pas, on prenait des renseignements. Et ça avait bien sûr déclenché une réaction du Mexique. Les États-Unis disaient, vous savez, les renseignements, c'est pas juste pour nous, c'est pour vous aussi. Ce qu'on va découvrir, on va vous aider, on veut collaborer dans l'interdiction du trafic de drogue, dans la lutte aux cartels qui sont extrêmement puissants au Mexique. Et là-dessus, les États-Unis viennent donc encore une fois, retourner leur veste, alors que Trump ordonne à l'armée de cibler les cartels de drogue. Le président a ordonné au Pentagone d'utiliser les forces armées pour mener à bien ce qui était autrefois considéré comme une mission de maintien de l'ordre, donc une mission essentiellement policière ou encore d'interdiction à travers le FBI ou la DEA. Le président Trump a secrètement signé une directive au Pentagone pour commencer à utiliser la force militaire contre certains cartels de drogue latino-américains, alors que son administration a considéré comme des organisations terroristes. La décision d'engager l'armée américaine dans la lutte constitue la mesure la plus agressive prise jusqu'à présent par l'administration dans sa campagne croissante contre les cartels. Elle témoigne de la volonté constante de M. Trump d'utiliser les forces armées pour mener à bien ce qui est avant tout considéré comme une responsabilité des forces de l'ordre, endiguer le trafic de fentanyl et d'autres drogues illicites. L'ordonnance fournit une base officielle à la possibilité d'opérations militaires directes en mer et sur le sol étranger contre les cartels. Les responsables militaires américains ont commencé à élaborer des options sur la manière dont l'armée pourrait poursuivre ces groupes, ont déclaré les personnes au courant des conversations. Mais ordonner à l'armée de réprimer le commerce illicite soulève également des questions juridiques, notamment celle de savoir si ce serait considéré comme un meurtre, si les forces américaines agissent en dehors d'un conflit armé autorisé par le Congrès, tuent des civils, même des suspects criminels, qui ne seraient pas une menace imminente. On ne sait pas exactement ce que les avocats de la Maison-Blanche, du Pentagone et du département d'État ont dit à propos de la nouvelle directive, ni si le bureau du conseil juridique a produit un avis faisant autorité, évaluant les questions juridiques. Cette année déjà, M. Trump a déployé la Garde nationale et des troupes en service actif à la frontière sud-ouest pour endiguer le flux de drogue et d'immigrants et a renforcé les efforts de surveillance à la lutte. On s'en va vraiment dans une toute nouvelle direction pour ce qui est de l'implication américaine au Mexique. Et ça avait été prédit il y a quelques années. Je dirais au moins 10 ans que ça avait été prédit. Dans une entrevue que j'avais trouvée déjà très controversée à ce moment, je trouvais que de tenir ce genre de propos, c'était un peu incendiaire. Mais vous aviez un expert sur les questions justement d'interdiction de drogue et sur la question des cartels au Mexique qui disait « Faites attention, je m'attends à ce qu'au cours des prochaines années, vous allez avoir boots on the ground au Mexique, des bottes américaines, de l'armée américaine sur le territoire mexicain. » Et la réaction à ça était, voyons, franchement, jamais les États-Unis. Et ils disaient, vous savez quoi, non seulement ça va être fait, mais il se pourrait très bien que ce soit fait contre la volonté du gouvernement mexicain. Alors que là, les Américains, plus ça va, plus ils ne font plus confiance à Mexico City, au gouvernement mexicain, parce que
on croit, on soupçonne, on est convaincu, persuadé que le gouvernement mexicain travaille avec les cartels, que les deux sont complices à certains égards et que donc on ne peut faire confiance ni à l'un ni à l'autre et que si on fait la guerre aux cartels, c'est clair que le gouvernement va se tenir dans le chemin des opérations américaines. Donc les États-Unis aujourd'hui ne blaguent plus. Et là, on a un état de choses, on va attendre de voir que ça se matérialise, on va attendre de voir des opérations américaines, mais vous comprenez, c'est gigantesque. Vous avez le président américain qui dit à l'armée américaine, vous avez le droit d'opérer sur le territoire mexicain. La réaction du Mexique, elle est prévisible. Le Mexique qui est loin de nous dire « on est content d'avoir de l'assistance contre les... » Non, plutôt on nous dit « les forces américaines ne sont pas le bienvenu sur le territoire mexicain. » S'étend le stage pour toute une confrontation. Qu'arrive-t-il s'ils décident d'opérer quand même? Est-ce que les forces armées mexicaines doivent interdire l'accès aux forces armées américaines? Se tenir à la frontière? Qu'est-ce qui arrive si on a un drone américain, si on a un avion de chasse, si on a peu importe ce qui est utilisé pour faire l'interdiction, pour faire des frappes ou de la surveillance, du renseignement, peu importe, est-ce qu'on doit l'abattre? Si la présidente dit « l'armée étrangère n'est pas le bienvenu sur notre territoire », c'est une invasion. Vous faites entrer votre armée sur le territoire d'un autre pays sans son autorisation pour aller mener des opérations militaires, même si ce n'est pas contre le pays en question, ça pourrait très bien le devenir. Qu'arrive-t-il si, en se présentant dans un point d'accès quelconque, on veut entrer dans un village, on veut accéder à une route, à n'importe quelle installation, quoi que ce soit, et que l'armée américaine, scénario très possible, trouve sur son chemin l'armée mexicaine? What's up? Qu'est-ce qui arrive? Vous êtes sur le territoire mexicain, l'armée américaine n'a aucune autorité, mais le Pentagone l'a envoyé pour ça. Le président l'a envoyé pour ça, le commandant en chef des forces armées. Vous avez une scène faite sur mesure pour une confrontation qui pourrait escalader de manière assez catastrophique. Et vous pourriez voir, hilarant, prévisible, le gouvernement mexicain et des cartels se rapprocher pour contenir justement cette présence américaine. Et soudainement, on pourrait voir le gouvernement mexicain qui commence à collaborer encore plus avec les cartels, à partager de l'information. Un peu comme vous l'avez vu en Afghanistan, le gouvernement local, les talibans, des organes locaux qui étaient prêts à collaborer avec eux juste pour dire « les deux, on veut se débarrasser des Américains. Les deux, on veut qu'ils foutent le camp d'ici. » Alors, les États-Unis, au point où on en est, nous parlent maintenant d'opérer directement au Mexique. Faisons ensemble un exercice de pensée. Imaginons que c'est le Canada. Parce que c'est aussi un précédent énorme, ce qui vient d'être fait par les Américains. On est conscient que les États-Unis nous parlent très souvent, encore aujourd'hui, du problème du fentanyl au Canada, de l'interdiction de la drogue et des cartels, des activités des cartels au Canada vers les États-Unis, du problème du financement, du trafic humain, trafic de drogue, etc. On est maintenant dans un monde où il est très possible et réaliste que Trump ordonne au Pentagone et à l'armée américaine de mener des opérations sur le territoire canadien, comme si c'était les États-Unis. Et que ferait le gouvernement canadien? On revient encore à notre discussion de la confrontation. Vous faites quoi? Vous confrontez les Américains à frontière? Alors, les États-Unis viennent de poser un geste qui, d'une certaine manière, est un précédent gigantesque, qui a des implications profondes. On est en train de vider le Mexique de sa souveraineté sécuritaire à l'intérieur de ses propres frontières. Comme on l'a fait avec l'Europe. Comme on l'a fait avec l'Europe, où là, c'est les États-Unis qui décident de tout, c'est les États-Unis qui fournissent les armes, c'est les États-Unis qui organisent la structure, qui appellent tout le monde, qui organisent un événement, c'est eux autres qui sont au tableau blanc en train d'expliquer qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça, c'est pour l'Europe. Ils sont en train de faire exactement la même chose pour l'Amérique du Nord. Alors, là-dessus, ça fait pas mal le tour pour ce qui est du Mexique. On va se déplacer sur notre prochaine, qui est très importante aussi, parce que je veux qu'on ait, comme je vous disais tout à l'heure, le temps d'en parler aujourd'hui absolument, cette relation qui est en train d'exploser entre les États-Unis et l'Inde. On parlait auparavant de cette manœuvre un peu curieuse de Donald Trump qui avait décidé d'imposer des tarifs de l'ordre de 25 % contre l'Inde, des tarifs punitifs,
pas à cause d'une raison commerciale, pas en raison d'une motivation, d'un déficit commercial quelconque avec Washington, de tarifs, mais bien pour punir l'Inde d'acheter du pétrole et du gaz naturel à la Russie, alors que la Russie est en guerre contre l'Ukraine. On dit que l'Inde, en achetant les hydrocarbures russes, finance indirectement le conflit en Ukraine et que ça permet de maintenir l'économie russe à flot. C'est pas complètement faux, c'est un peu exagéré, mais c'est pas complètement faux qu'effectivement, l'apport économique de la relation avec l'Inde est très important pour la Russie et vice-versa, c'est très important pour l'Inde aussi. Alors donc, les Américains, qui, depuis un certain nombre d'années, étaient relativement prudents vis-à-vis de l'Inde pour des raisons purement géopolitiques, parce que, vous le savez, vous avez bien sûr la présence de la Chine dans l'espace régional qui embête beaucoup les Américains. On veut utiliser l'Inde comme un contrepoids. Vous avez une relation quand même hostile entre la Chine et l'Inde. Alors, on essaie depuis très longtemps d'être prudent et de prendre l'Inde avec des gants blancs. Et il y a des choses que l'Inde pouvait faire que quiconque d'autre aurait fait ailleurs dans le monde et il aurait été puni. Mais on le permettait à l'Inde. C'est pas trop grave. Sur la question démocratique, on regarde dans l'autre direction. Sur la question des droits humains, on regarde dans l'autre direction. Sur la question de l'armement, on achète des armes à la Russie, on a toujours regardé dans l'autre direction. Sur la question des BRICS, on aurait pu se plaindre. C'est-à-dire, c'est quoi cette histoire des BRICS? L'Inde voulait rejoindre les BRICS. On a regardé dans l'autre direction. Mais là, sur la question du pétrole, Trump, en fait, sur l'Ukraine et la Russie, Trump arrive vraiment avec une posture qui est inédite dans l'histoire récente aux États-Unis, alors qu'on nous dit, soit vous rompez entièrement avec la Russie, soit c'est nous qui vous abandonnons. On a fini de jouer cette espèce d'ambiguïté. Vous ne pouvez pas jouer comme ça le chaud et le froid, que vous êtes l'ami de la Russie, mais vous êtes aussi notre ami à nous quand c'est question de la Chine, et on veut avoir un peu le beurre et l'argent du beurre. Trump a commencé par des tarifs de 25 %. L'Inde a été sonnée, vraiment sonnée, parce que comme je dis, c'est tellement une rupture vis-à-vis à quoi elle était habituée. Elle était habituée de pouvoir faire tout ce qu'elle voulait sans contrainte et qu'il n'y avait jamais vraiment de réponse de la part des Américains. Aujourd'hui, on la punit et on lui exige qu'elle change de... Alors, les Indiens ont été surpris et quelques jours plus tard, Trump a imposé un autre 25 % punitif contre l'Inde, portant le tarif à 50 % le plus élevé au monde, avec le Brésil, aussi pour des raisons punitives qu'on a évaluées ensemble pour la question du procès. Donc là, vous avez deux pays qui sont stratégiquement et géopolitiquement cruciaux pour les États-Unis et qui sont les deux dans une forme d'hésitation, de valse entre l'Occident et la Chine, la Russie, et que Trump décide de punir. D'abord le Brésil et maintenant l'Inde. Et là, vous voyez vraiment la réaction là-dessus. Et cet article de Politico qui est incroyable, titré « He's completely upset ». Il est complètement bouleversé. Pourquoi Trump a annulé un accord commercial avec l'Inde? L'effondrement d'une dynamique commerciale apparemment positive montre la nature précaire de l'élaboration d'un partenariat économique avec une administration Trump instable. L'Inde semblait sur la voie rapide pour un accord commercial. Une visite anticipée du premier ministre indien à la Maison-Blanche a donné lieu à des mois de négociations. En juillet, les Indiens pensaient avoir conclu un accord et que le secrétaire du commerce Howard Lutnick et le représentant américain au commerce attendaient simplement l'approbation du président Donald Trump. L'approbation n'est jamais arrivée. Au lieu de ça, les produits indiens sont désormais soumis à des droits de douane de 50 % après que Trump a imposé au pays une taxe de 25 % sur ses marchandises, puis une taxe supplémentaire de 25 % pour le dissuader d'acheter du pétrole russe qui devait entrer en vigueur plus tard ce mois-ci, un coup double pour New Delhi et Moscou. Les achats de pétrole russe conjugués à l'opinion de Trump selon laquelle l'Inde ne baissait pas suffisamment ses propres droits de douane à l'importation ont fait capoter l'accord. L'effondrement de ce qui semblait être une dynamique commerciale prometteuse entre les États-Unis et l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde illustre la nature précaire de l'élaboration d'un partenariat économique avec une administration Trump instable qui a librement utilisé des taux de droits de douane élevés pour tenter de plier le monde à sa volonté. Nous nous trouvons actuellement dans une situation où il est totalement mécontent de l'Inde et les 25 années d'efforts déployés pour construire une relation semble être anéanti en 25 heures. Nous devons mettre un terme à cette situation d'une manière ou d'une autre, car cette relation est essentielle pour les deux nations.
Cet affrontement souligne également la situation délicate dans laquelle se trouvent les États-Unis alors que leurs tarifs douaniers élevés rapprochent des pays comme l'Inde et le Brésil de la Russie et de la Chine, l'élément que je vous mentionnais tout à l'heure. Le président brésilien Da Silva s'est entretenu jeudi avec Modi, qui appelle les pays du groupe des BRICS à une réponse commune aux tarifs douaniers de Trump. Alors, plutôt que d'éloigner les pays des BRICS de cette nouvelle structure, on est en train de les rapprocher et d'ajouter. Ils sont en train de bond autour de la question de l'isolation américaine et des tarifs qui leur sont imposés. Et là-dessus, il est très possible que ce soit juste un mauvais calcul de Donald Trump parce que on comprend pourquoi on a décidé de viser l'Inde quand même. On pourrait dire c'est contre-intuitif, c'est stupide, on veut rapprocher l'Inde des États-Unis, on ne devrait pas les punir et les pousser dans la cour encore plus de la Russie. Mais, à l'inverse, je ne crois pas à cet argument, mais je vous le soumets quand même. On pourrait dire que Trump, en imposant des tarifs à l'Inde et au Brésil, est en train de faire un peu ce qu'il a fait avec le Canada, de prendre un pays qui est censé être intouchable en termes punitifs, en termes diplomatiques, et de le punir devant tout le monde. C'est un peu une manière de garder tout le monde en ligne. Leur montrer, vous voyez, il n'y a personne qui est invulnérable. Il n'y a personne qui est protégé. Le Canada pensait qu'il était à l'abri de toute forme de renégociation de ses ententes commerciales. Il pensait qu'il était à l'abri d'imputabilité, de conséquences, de mesures punitives de la part de Washington en raison de sa relation privilégiée, du fait qu'on est un ami, etc. Non, on va vous sanctionner comme les autres, pire que les autres, pour donner une leçon. Mais là, vous faites la même affaire ensuite avec le Brésil et la même affaire avec l'Inde. Je n'y crois pas, parce que ce serait stupide si c'est le cas, ça va juste nuire. Comme je vous dis, on l'observe en ce moment que c'est en train de nuire. Mais il est possible que ce que Trump essayait de faire et ce qui a motivé tout ça au départ, c'était vraiment d'essayer de montrer à tout le monde jusqu'où on est prêt à aller. En termes de sanctions, en termes de tarifs, en termes de punitions et en termes de désavantages géopolitiques, géostratégiques et économiques pour les Américains. C'est-à-dire comme on est prêt à se tirer dans le pied pour vous donner une leçon. C'est ce que Trump est en train de dire. Je suis prêt à me tirer dans le pied, riez-moi pas au visage. Donc, sur la question de la Russie, là, on exige maintenant de briser carrément la relation entre l'Inde et Moscou. Je n'y crois pas beaucoup. Certains, toutefois, il faut le dire, certains du côté de Trump, bien sûr, nous disent que c'est peut-être ce qui a motivé Poutine à s'asseoir à la table. Que ces sanctions contre l'Inde et de alors que Trump nous télégraphie non seulement qu'il le fait contre l'Inde, mais qu'il va le faire à tous les autres qui achètent du pétrole russe, et qu'on commence avec l'Inde, cet énorme allié qui devrait normalement être protégé, l'équipe Trump nous dit c'est peut-être ce qui a poussé Poutine à venir s'asseoir. À voir que, soudainement, les États-Unis sont sérieux, ils vont se mettre à punir tout le monde, et là, la relation avec l'Inde est remise en danger, et là, l'Inde commence à appeler à Moscou et à dire on n'est pas dans une bonne posture, là. Il faut que ça bouge. Possible. Personnellement, je n'y crois pas, mais je suis curieux d'entendre votre opinion là-dessus quand même. On continue. Ici, avec cet article extrêmement intéressant, toujours sur la question indienne. Ça nous provient du Wall Street Journal et c'est une description, en fait, sur pourquoi l'Inde ne peut pas se permettre d'abandonner sa relation avec la Russie, malgré les menaces des États-Unis. Le président Trump utilise la menace de tarifs douaniers élevés pour tenter d'éloigner l'Inde de la Russie alors qu'il tente de renforcer la pression sur le président russe. Mais des décennies de relations économiques, politiques et militaires étroites entre New Delhi et Moscou signifient que Trump est confronté au défi de persuader le premier ministre indien d'abandonner un partenariat qui a survécu à de grandes turbulences géopolitiques. Ces derniers jours, Trump a fustigé l'Inde pour sa forte dépendance aux importations de pétrole russe, ainsi que pour ses achats de longue date d'équipements militaires russes. Mercredi, le président a imposé à l'Inde un droit de douane supplémentaire de 25 % sur ses exportations vers les États-Unis, doublant ainsi le droit de 25 existant. Malgré des tarifs douaniers qui pourraient infliger de réels dommages à l'économie indienne, Modi a résisté à la pression américaine croissante, signe de l'importance des relations avec la Russie. Le ministère indien des Affaires étrangères a qualifié cette sanction d'injuste, injustifiée et déraisonnable et a promis que l'Inde prendrait toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts nationaux.
Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré plus tôt dans la semaine que les pays souverains devraient avoir et ont le droit de choisir leurs propres partenaires commerciaux. Vendredi, Modi a écrit sur X qu'il avait eu une conversation bonne et détaillée avec mon ami le président Poutine. On a donc immédiatement, quand je disais tout à l'heure, immédiatement, là, vous avez l'Inde qui parle avec le Kremlin à essayer de « figure it out ». Je les remercie d'avoir partagé les derniers développements concernant l'Ukraine, ajoutant que les dirigeants avaient réaffirmé notre engagement à approfondir davantage le partenariat stratégique spécial et privilégié. Je reprends cette phrase. Ajoutant que les dirigeants, durant leur appel, avaient réaffirmé notre engagement à approfondir davantage le partenariat stratégique spécial et privilégié entre l'Inde et la Russie. On est donc en train de faire un fuck you à Washington aussi clair que possible. Immédiatement, quand on nous impose ces sanctions, on ne se repousse pas de la Russie. Non, un peu. Je prends le téléphone, je l'appelle, puis on convient ensemble, à coup de communiquer, que non seulement on va rester amis, on va aller encore plus loin. Donc l'Inde n'embarque pas du tout dans le jeu des Américains là-dessus. Depuis la guerre froide, la Russie est l'un des partenaires les plus fidèles de l'Inde, dans une relation fondée sur des contrats d'armement, une coopération économique et un soutien diplomatique à New Delhi face à ses rivaux régionaux, la Chine et le Pakistan. De son côté, Moscou s'est rapproché de l'Inde après l'escalade des tensions entre l'Union soviétique et Pékin dans les années 1960. Alors qu'il y avait cette montée, oui, effectivement, cette rupture, là, on avait eu la reconnaissance de la Chine, notamment par Nixon, de la Chine communiste, bien sûr, et qui avait causé cette rupture dans le bloc sino-russe, dans le bloc communiste, disons, entre les soviétiques russes et les communistes chinois. Et ça avait permis à la Russie de se rapprocher de l'Inde en conséquence pour être en mesure d'apporter un contrepoids à la Chine. Donc, cette espèce de jeu politique, il date d'il y a très longtemps. L'offensive de charme a été renforcée par le pétrole russe que Moscou a vendu à New Delhi dans les années 60 avec un rabais de 10 à 20 % par rapport aux prix mondiaux. Tout cela faisait partie de l'offensive pétrolière soviétique. C'était un moyen de s'acheter l'Inde en matière d'influence. Moscou a même envoyé des géologues en Inde pour chercher du pétrole et comme on n'en trouvait pas beaucoup, l'Union soviétique a autorisé l'Inde à acheter du pétrole brut sibérien avec des cargaisons de thé, afin que New Delhi puisse conserver ses réserves de liquidités. Les liens se sont resserrés après que les États-Unis ont soutenu le Pakistan, un rival de l'Inde, et imposé une série de sanctions contre l'Inde après son premier essai nucléaire. De nombreux Indiens considèrent donc encore aujourd'hui la Russie, de par son histoire, comme un partenaire fiable. Nombreux sont ceux en Inde qui pensent que l'Amérique a toujours été plus favorable aux intérêts du Pakistan. Ce n'est pas du tout faux. En fait, au cours des dernières années, vous aviez plusieurs stratèges américains, alors qu'on était sur la fin là, du conflit au Moyen-Orient, de l'implication américaine au Moyen-Orient, Irak, Afghanistan, etc. Il y avait plusieurs aux États-Unis, au Pentagone, qui levaient le drapeau rouge en disant « on est en train de se tirer dans le pied parce que de par notre implication au Moyen-Orient, on est forcé de collaborer avec le Pakistan, surtout le Pakistan étant voisin de l'Afghanistan. Les États-Unis avaient des relations plus approfondies avec le Pakistan, beaucoup de collaboration, ce qui forçait naturellement à modérer les relations avec l'Inde, le grand adversaire du Pakistan. Donc, plusieurs disaient, cette présence au Moyen-Orient dont ce balance, donc qui n'a pas vraiment d'importance pour nos intérêts, elle nous nuit dans notre posture au Pacifique. Parce qu'elle nous force à choisir, dans ce conflit entre le Pakistan et l'Inde, on choisit le mauvais camp. On a choisi le camp le plus faible et le seul camp qui ne veut pas s'opposer à la Chine. Alors, plusieurs disaient, on doit au plus vite, Washington doit abandonner le Pakistan, doit les lancer en dessous de l'autobus et se ranger plus directement avec l'Inde, avec la Chine en perspective. Et donc, les Indiens, parfaitement normal, ils sont rationnels et très intelligents et habiles, voient tout ça aller et sont comme, non, on va certainement pas s'aligner directement avec Washington. Washington ça fait des années qu'ils nous utilisent comme un instrument, qu'ils agissent dans la région en fonction de leurs intérêts immédiats puis qu'ils changent ensuite leur posture le lendemain. Ils nous ont sanctionnés, ils ont levé les sanctions, ils ont remis les sanctions en 98, ils ont relevé les sanctions ensuite et là, maintenant, ils veulent qu'on soit amis contre la Chine et donc abandonner la Russie. Les Indiens ont raison de dire wow, minute, c'est pas aussi simple que ça.
Et donc, suivez au cours des prochaines semaines cette relation, disons-le, quadrilatérale d'une certaine manière entre les États-Unis et l'Inde, l'Inde et la Russie, et l'Inde et le Pakistan. Tout ça ensemble, ça va avoir un gros rôle déterminant sur le conflit en Ukraine. Parce que si la Russie sent qu'elle est en train de perdre l'Inde, il est possible effectivement qu'on soit beaucoup plus pressé de passer à une entente de paix totale et exhaustive pour le conflit en Ukraine. Alors, là-dessus, merci à tous d'avoir été là pour cette revue de presse. Quel bonheur d'avoir été avec vous cette semaine encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, semez l'amour, partagez l'espoir. Je vous aime. Bye bye.